welcome to the table from. Nous reprenons. Nous accueillons de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles, Tim McSorley, coordinateur national, Amnesty International Canada, représenté par Alex Neff, secrétaire général, et Justin Mohamed, responsable des campagnes, lois et politiques sur les droits de la personne. Monsieur Neff, je pense que vous allez prendre la parole en premier. Oui, bon, vous aviez mieux compris que nous, on dirait. Merci, Madame la Présidente. Bonjour aux membres du comité. Laissez-moi commencer par dire que nous nous rassemblons ici pour ce témoignage sur le territoire non cédé des Anishinaabe. C'est une reconnaissance importante à faire, étant donné que, de maintes façons, à maintes reprises, les peuples autochtones ont souffert à cause des pratiques et des lois en matière de sécurité nationale qui ont bafoué leurs droits de la personne. Pendant de nombreuses décennies, les rapports d'Amnesty ont fait qu'il était clair que les gouvernements un peu partout dans le monde, y compris le Canada, commettent ou contribuent à des violations des droits de la personne au nom de la sécurité nationale, notamment le droit de la personne, ne pas être assujetti à la torture, la protection de la discrimination, des garanties contre les arrestations arbitraires, les garanties de procès juste et équitable, liberté d'expression, liberté d'association, de rassemblement, de pratique de religion, la protection pour les réfugiés, et j'en passe. Les politiciens canadiens ont prononcé de nombreux discours rassurants affirmant que le Canada défend la sécurité nationale et respecte les droits de la personne, mais rien dans la loi canadienne enchâsse concrètement cet engagement. Donc, notre recommandation, C-69, doit être modifiée pour exiger que les lois de la sécurité nationale du Canada, ses politiques, ses opérations, ses activités, tout cela sera interprété et mené en conformité complète avec les obligations des droits de la personne internationale du Canada, par exemple en modifiant l'article 92 qui porte sur les pouvoirs du SCRS. Nous accueillons l'Agence de surveillance nationale en matière de sécurité et de renseignement. Et le mandat de cette agence devrait être modifié pour inclure une responsabilité et faire en sorte que les agences de renseignement de sécurité du Canada soient conformes aux droits de la personne du pays, que l'agence ait un rôle pour permettre aux personnes qui ont vu leurs droits de la personne violés à cause de la sécurité nationale puissent obtenir réparation pour éviter une approche arbitraire et politisée comme c'est le cas maintenant. Donc, et on peut prendre comme exemple Abou Sufyan Abdelaziz, dont la cause de réparation est refusée de manière inexplicable par le gouvernement. Pensons aussi à des propositions qui ont été faites par l'agence pour que la composition soit renforcée, et des étapes doivent être prises pour mettre en place un mécanisme indépendant d'examen pour l'Agence d'application des pouvoirs de sécurité nationale, c'est-à-dire l'Agence des services frontaliers. Il y a des lacunes en matière de droits de la personne associées à C-51 qui n'ont pas été corrigées dans C-59, et nous aimerions attirer votre attention sur 3 d'entre eux. D'abord, les certificats de sécurité pour l'immigration ont été critiqués par de nombreux organes des droits de la personne de l'ONU, étant donné l'inéquité du processus et les risques d'expulsion ou de torture qui sont associés. Amnesty International exhorte que C-59 soit modifié pour abolir les certificats de sécurité d'immigration ou abroger certains changements apportés dans C-51 et modifier ce qui touche les avocats spéciaux. Les problèmes considérables qui demeurent dans la mise en œuvre des listes d'interdiction de vol. C'est difficile à croire que ça se produise encore. Il faut absolument modifier C-59 pour veiller à ce qui suit, c'est-à-dire qu'un système fiable soit mis en place pour éviter les faux positifs. Deuxièmement, que le processus soit équitable pour pouvoir contester une inclusion dans la liste d'interdiction de vol et que ce processus soit renforcé,
et que la loi canadienne établisse que les listes d'interdiction de vol des États-Unis ne seront pas utilisées pour les vols qui partent ou qui arrivent au Canada qui ne passent pas par un aéroport américain ou qui ne passent pas dans l'espace aérien américain. Le bon exemple est celui de Abdullah Amalki, qui n'est sur aucune liste d'interdiction de vol canadienne et après une expérience extrêmement difficile de torture et d'autres maltraitances en détention en Syrie, causée en partie par la complicité du Canada, M. Amalki a été blanchi et a reçu des excuses du gouvernement canadien. Toutefois, en novembre, quand il était supposé prendre un vol avec moi de Montréal pour Genève pour parler à une délégation d'Amnesty International, un comité de l'ONU, il n'a pas pu embarquer dans l'avion parce qu'il est inclus dans une liste d'exclusion de vol des États-Unis. Le vol ne passait pas par l'espace aérien des États-Unis ni par un aéroport américain. Il est inacceptable que les libertés d'un Canadien, les mouvements d'un Canadien soient restreintes de la sorte. Les directions ministérielles récentes présentées par le ministre Goodell améliorent les balises en ce qui concerne le partage de renseignements canadiens en ce qui concerne la torture. Mais certaines choses ont été soulignées par l'ONU l'année dernière. C-59 présente une loi pour que des entités étrangères ne puissent pas maltraiter des Canadiens et une directive ministérielle devrait interdire en tout lieu le partage d'informations avec des agences étrangères s'il y a un risque que ceci pourrait entraîner la torture ou de mauvais traitements, et l'utilisation d'informations reçues d'agences étrangères alors que les renseignements ont peut-être été tirés par la torture. Amnesty International est préoccupé des décisions qui élargissent les pouvoirs de surveillance du SCRS pour inclure une capture de données de masse. Les activités de surveillance comprennent beaucoup de choses, notamment touchent la liberté d'expression et, la collecte de données sans discrimination devrait être restreinte pour répondre à un objectif légitime et ça devrait être proportionné à cet objectif légitime et cette collecte de renseignements devrait être supervisée de manière judicieuse. Les renseignements devraient être détruits le plus tôt possible et dès qu'on n'en a plus besoin pour atteindre l'objectif visé. L'objectif de C-59 pour définir ce qui constitue un ensemble de données disponibles publiquement. Le fait qu'il n'y a pas de définition est un oubli flagrant puisque il pourrait y avoir des problèmes d'intérêt de la vie privée et de problèmes de conservation de renseignements dans des bases de données. Il y a une lacune de sécurité nationale canadienne qui n'a pas été abordée par C-51 ni dans C-59 en contravention flagrante des droits de la personne, des obligations des droits de la personne du Canada à l'échelle internationale et malgré les recommandations du Comité des Nations unies depuis les années 90, les lois du Canada permettent que des personnes soient expulsées pour être confrontées à de la torture dans d'autres pays. Et il est temps de nous assurer que les lois canadiennes veillent à ce que personne ne soit transféré aux mains d'un tortionnaire. Ensuite, il y a d'autres recommandations qui soulèvent des préoccupations par Amnesty International et nous vous exhortons de les aborder. Nous appuyons des recommandations qui ont été formulées par d'autres groupes de la société civile et des experts comme les conséquences pour les droits de la personne en ce qui concerne certaines opérations cybernétiques. Merci, M. McSorley, maintenant. Merci d'avoir invité la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles. Nous avons soumis vendredi un mémoire plus détaillé à propos de nos préoccupations. Il est en cours de traduction. Il sera distribué dès que possible.
Notre position sur C-59, c'est que, bon, bien qu'il y ait des changements positifs en matière de sécurité nationale, ceux-ci sont malheureusement un peu tombés dans l'oubli étant donné que le gouvernement ne va pas assez loin pour régler certains problèmes existants. J'aimerais d'abord me concentrer sur le positif. L'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, le commissaire au renseignement, sont de bonnes propositions. Si on revient à la commission O'Connor, la coalition a demandé un organisme d'examen pour les agences et les activités de sécurité nationale. Mais nous avons tiré des leçons. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ralentir pour les interprètes? Merci. Toutefois, nous avons aussi tiré de nombreuses leçons à propos du rôle de gardien du SRS pour le comité d'examen de sécurité et de renseignement. On peut trouver des moyens d'améliorer. Alors que l'Office a un mandat plus large, il aura autant de membres que le César et on pourrait nommer au moins 5 membres, maximum 8, à part le président. Et la vraie preuve, ce sera de voir s'il y aura le personnel nécessaire pour faire des examens exhaustifs. Il devrait comprendre aussi des membres de différents milieux, y compris des défendeurs des libertés civiles et des représentants des droits de la personne. L'Office ne pourra que recevoir des plaintes concernant le SRS et le CST et la GRC. Mais l'Office devrait pouvoir recevoir des plaintes de toutes les agences de sécurité nationale, devrait inclure l'Agence des services frontaliers et Affaires étrangères Canada. Et il devrait aussi avoir le pouvoir d'ordonner des indemnisations, au moins pour les frais juridiques, quand les plaignants ont eu gain de cause, du moins. Le commissaire au renseignement est un ajout important à la surveillance en matière de sécurité nationale. Ce commissaire devrait avoir un rôle à temps plein. Le commissaire devrait obtenir des pouvoirs pour mettre en place des conditions, des autorisations approuvées. Pour ce qui est de l'Office et le commissaire à l'indépendance, pour veiller à l'indépendance, nous croyons que la nomination devrait être approuvée par le 2/3 des députés sur recommandation du gouverneur en conseil. Alors que nous accueillons favorablement le nouvel organe de surveillance et le C-59, il y a quand même des inquiétudes. Le problème, c'est que C-59 n'abroge pas plus d'aspects de la loi de 2015 sur l'antiterrorisme. Une première préoccupation, c'est la réduction des pouvoirs présentés par la loi en 2015. Alors que C-59 restreindra certains pouvoirs, eh bien, le SCRS a été créé en 1984 pour des interventions dans le monde réel et pour le rassemblement de renseignements. L'objectif, c'est d'aller en cours, mais le SCRS et ses travaux ne mènent pas forcément à une arrestation. Ceci signifie qu'il y a des activités qui n'exigent pas de mandat, une détermination que le SCRS ferait, et tout ça n'est pas surveillé par un tribunal. Et ce qui exige un mandat fait rarement l'objet d'un examen public. Ceci n'inclut pas seulement le contenu d'un mandat, mais la façon dont il est accordé. Les préoccupations aussi s'appliquent aux dispositions concernant les employés du SCRS ou l'offre d'immunité pour les personnes qui commettraient un crime. Dans les deux cas, nous pensons qu'il y a un risque de violation sérieuse des droits en matière d'immunité, des libertés énoncées dans la Charte. Au sujet de la collecte de données, nous avons soumis quantité de recommandations dans notre mémoire découlant de nos inquiétudes au sujet de l'expansion des pouvoirs du CTC et du SCRS. Pour ce qui est du CTC, la définition doit être davantage restreinte pour écarter la divulgation illicite ou qui découle de piratage.
Dans la loi sur le SCRS, il n'y a pas de définition d'information disponible au public, ce qui pose problème. Il importe donc de définir ce qui doit être rendu public. Pour ce qui est de la divulgation de renseignements sur les Canadiens, nous avons proposé davantage de modifications à la LCISC. Il s'agit notamment de viser les activités qui minent la sécurité du Canada. Il faut aussi prévoir une exception pour les activités politiques, la dissension et l'expression artistique. En même temps, nous demandons aux parlementaires de révoquer la LCISC. Pour ce qui est de la liste d'interdiction de vol, nous sommes heureux des progrès qui ont été réalisés, mais cela ne réglera pas les problèmes et les failles sous-jacentes à cette loi, la LSDA. Cela ne donne pas aux personnes qui figurent sur la liste l'occasion de se défendre. Nous sommes intéressés à discuter de modifications au régime. Il y a quantité d'outils dans le code criminel qui pourraient atteindre le même objectif. Il faut donner aux personnes visées accès au système judiciaire. Enfin, la loi sur le CTC. Je pense qu'il s'agit d'une loi très complexe et nous faisons plusieurs propositions. Mais je demanderais que l'on suspende les pouvoirs de cyberintervention en attendant une étude plus poussée. Au minimum, nous demandons que le commissaire au renseignement se voit accorder un rôle s'agissant d'approuver toute activité de cybersécurité. Merci beaucoup. Nous passons aux questions. Nous commençons par le sénateur Dagenet. Merci à nos invités. Ma première question va être pour M. Mohamed.